Ok, si je te dis traduction, traducteur, qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu penses? Moi ça me fait penser tout de suite au traducteur de livres. Moi je pense aux livres. Moi je pense aux films. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Nous sommes un groupe d'étudiants de l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, située à Paris. Les élèves y apprennent des métiers essentiels qui relient les cultures, facilitent la communication et parfois changent des vies. Ces métiers sont également désignés comme ceux de la communication interculturelle, qui mettent en contact des groupes avec des cultures différentes. Ces métiers ne se limitent pas à un simple transfert entre deux langues, ils sont nécessaires dans de nombreux domaines sociaux et culturels. Pour mener à bien nos missions, nous avons besoin de bien plus que des compétences purement linguistiques. Il nous faut une posture empathique, c'est-à-dire une approche qui prend en compte l'autre, dans laquelle on essaye de le comprendre. Le traducteur, que nous appelons également traducteur pour une version non genrée, s'engage alors dans un véritable processus organique, puisqu'il ou elle traduit pour quelqu'un, pas seulement quelque chose. Nous aimons notre école et nous aimons la traduction, cette discipline qui, bien au-delà des mots, touche à l'humain, à la société et aux idées. À travers ce podcast, nous avons envie de partager cette passion avec vous, auditeurs, et d'explorer ensemble toutes les façons dont la traduction change le monde. Dans cet épisode, nous nous poserons une question ambitieuse, peut-être même un peu provocatrice. La traduction peut-elle sauver le monde ? Sauver le monde? Au moins, à notre échelle, le rendre un poil meilleur. Vous verrez qu'à travers ces multiples dimensions, qu'elles soient linguistiques, culturelles ou sociétales, la traduction comme l'interprétation n'est jamais anodine. Qu'est-ce que vous connaissez de la traduction? Là, comme ça. Si tu prends une langue, tu traduis dans une autre, comme ça c'est pour mieux communiquer avec les personnes qui parlent pas la même langue que toi. Les traducteurs aussi à l'UNESCO, dans les grandes organisations, traduire les discours. Voilà. Aujourd'hui encore, le grand public connaît mal le rôle de la traduction dans la société. Nous n'accusons personne et j'aurais personnellement beaucoup de mal à décrire ce que mes amis ingénieurs font de leur journée. Pourtant, chacun pourrait avoir un jour besoin des services de traduction. Petite mise au point avant de nous lancer. Le traducteur reconstitue à l'écrit un texte original d'une langue dans une autre. L'interprète, lui, travaille à l'oral. Il transpose les paroles et discours d'orateurs, ne parlant pas la même langue lors de conférences ou de réunions. À l'inverse du traducteur, qui travaille presque exclusivement vers sa langue maternelle, l'interprète peut être amené à traduire depuis et vers de nombreuses langues de travail. Ces professionnels du langage sont aussi spécialistes de la communication. Leur rôle est de faciliter la compréhension du discours d'un émetteur par son public récepteur. Le traducteur, animal protéiforme, travaille dans des domaines divers et variés. Littéraire, bien sûr, mais aussi juridique, technique, médical, humanitaire. Et cette liste est bien loin d'être exhaustive. La traduction est omniprésente, mais rares sont celles et ceux qui remarquent son existence au quotidien. En effet, lorsque vous achetez un produit et vous attardez sur sa composition, la première pensée qui vous traverse l'esprit ne concerne pas la personne qui en a traduit l'étiquette. Son rôle est indispensable, mais si vous n'y avez jamais prêté attention, c'est normal. Tout est fait pour que le traducteur s'efface au profit du contenu qu'il traduit. Voici donc quelques exemples de la manière dont la traduction nous entoure. Vous, qui nous écoutez, vous êtes forcément déjà tombé malade. Quel rapport avec la traduction ? Eh bien, de la notice de votre médicament à brevet, en passant par de nombreux articles scientifiques, celle-ci intervient à de multiples reprises. Elle permet une diffusion plus large des résultats de la recherche et d'orienter les patients vers des solutions de soins appropriées. La traduction médicale requiert une grande rigueur, car toute imprécision pourrait entraîner erreur de diagnostic ou de traitement. Par exemple, si le traducteur ne transmet pas correctement les risques d'une substance dangereuse, celle-ci pourrait être autorisée et mise sur le marché alors qu'elle aurait dû être interdite. L'interprétariat, aussi appelé interprétation, occupe également une place très importante dans le domaine médical. Elle permet à toute personne de pouvoir être soignée dans n'importe quel pays, quelle que soit la langue qu'elle parle. La charte de la personne hospitalisée, publiée par le ministère français de la Santé en 2006, mentionne que le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées sera recherché.
c'est la loi de modernisation de notre système de santé qui est la première à faire mention de l'interprétariat professionnel en 2016. Enfin, depuis 2017, la Haute Autorité de la Santé recommande l'interprétariat pour éviter les erreurs de diagnostic et les potentiels coûts supplémentaires, permettre un consentement libre et éclairé des patients et garantir la confidentialité et la prévention. Les bénéfices apportés par l'interprétation médicale sont nombreux et nous pourrions tous les citer. Si la législation semble favorable à l'interprétariat médical en France, la réalité est plus décevante. Un rapport officiel de 2019 indique, je cite, « À population étrangère comparable, le niveau des dépenses en France devrait se situer aux environs de 30 millions d'euros, selon les standards anglais ou suisses, voire 300 millions d'euros sur la base des pratiques suédoises contre 6 millions d'euros actuellement. » Bien qu'estimés avec une méthode qui autorise de larges approximations, ces chiffres rendent compte de l'ampleur des écarts de pratique. Fin de la citation. Une étude gouvernementale indique que, dans les hôpitaux étudiés, seulement 2% des consultations ont eu recours à l'interprétariat professionnel, alors que les médecins déclarent environ 10% de patients allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français. Plusieurs associations proposent des services bénévoles d'interprétation pour faciliter l'accès aux soins et pallier au manque de l'État. Citons par exemple Mots sans frontières, qui intervient depuis 2004 auprès des patients non francophones. L'association compte près de 70 interprètes et propose son aide dans plus de 25 langues. L'association ISM Interprétariat, qui se présente comme le premier organisme d'interprétariat en milieu médico-social en France, se bat depuis 1970 pour que toutes les personnes migrantes allophones aient accès à une interprétation médicale. Les actions d'ISM Interprétariat révèlent également un autre pan de l'interprétation professionnelle, le domaine administratif, voire humanitaire, notamment pour les demandeurs d'asile. En effet, sur le site du service public, il est bien précisé que quiconque souhaite obtenir le statut de réfugié doit être informé sur sa demande dans une langue qu'il ou elle est supposé comprendre. Au cours de la procédure, les demandeurs d'asile passent un entretien avec le guichet unique des demandeurs d'asile, GUDA. Au cours de celui-ci, ils devront retracer leur parcours depuis leur pays d'origine, avec la possibilité de choisir au préalable la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus. Le rôle des interprètes est alors essentiel. Ils assurent le lien crucial entre demandeurs d'asile et agents de la préfecture. Lors de la restitution du récit des réfugiés, rigueur et précision sont donc de mise, puisque ce discours est décisif dans la procédure de demande d'asile. Cet interprétariat permet l'égalité de tous devant les services publics et, ainsi, le respect des droits des migrants. En traduction écrite, l'association Translators Without Borders, Traducteurs sans frontières, est également engagée dans le domaine humanitaire. Créée en 1991 à la demande de Médecins sans frontières, ces traducteurs sont des professionnels qui traitent tout type de documents sensibles: santé publique, droits des femmes, changement climatique, conflits politiques et économiques, crise humanitaire, migration, etc. Plus concrètement, ils ont permis en Afrique de l'Ouest la traduction de nombreux documents pour favoriser l'accès à la santé aux populations locales dans leur langue natale. Aux États-Unis, l'association a traduit en plusieurs langues des messages de préparation aux tornades, ce qui a permis de sauver des vies. Tout comme nous avons le droit à la santé et à une vie digne et sans danger, nous avons également le droit à un procès équitable. L'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. » Fin de citation. C'est donc à l'État de mettre à disposition les moyens pour garantir ce droit. C'est ici que le traducteur ou interprète judiciaire, expert assermenté par la justice française, intervient. Pour la justice, le traducteur s'occupe des documents administratifs et interprète à l'oral lors de procès, interrogatoires ou audiences. Pour des clients privés, il délivre des traductions certifiées pour des contrats de mariage, dossiers d'adoption, appels d'offres et documents juridiques ou notariés. Il doit non seulement maîtriser les termes juridiques,
mais aussi être très attentif aux normes déontologiques qui incombent au domaine juridique. Lorsqu'il s'agit de litiges qui affectent non seulement la vie d'un justiciable, mais également ses biens et sa famille, des erreurs de traduction et de compréhension ne peuvent être tolérées. Le traducteur juridique prête serment et il est tenu à une impartialité et objectivité absolue, ainsi qu'au secret professionnel. Plus qu'un simple moyen de communication, le traducteur devient un acteur de protection des droits. La traduction peut également avoir un rôle crucial dans les relations diplomatiques entre deux pays. Ainsi, la façon de traduire les propos d'une personne d'une langue à une autre peut déterminer la manière dont cette personne sera perçue. Cette problématique concerne d'autant plus l'interprétation et la traduction diplomatique qui impliquent des représentants ou des chefs d'État. Si vous écoutez cet épisode dès sa sortie, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine se tiendra l'investiture du prochain président des États-Unis, Donald Trump. Son vocabulaire, limité et répétitif, a causé de nouvelles difficultés de traduction pour les professionnels du métier, comme l'évoque la traductrice Bérangère Viennot dans son article pour Slate en 2016. Selon elle, traduire Trump pose un problème simple. Faut-il améliorer son style et risquer de donner une fausse image de ses intentions et de sa façon de s'exprimer, ou faut-il au contraire traduire tels quels des propos dont la simplicité et la redondance empêchent une lecture fluide? Pour reprendre les mots de Bérangère Viennot, il sera possible de le faire passer pour un sombre crétin, un crétin tout court, un orateur moyen ou un beau parleur. Autrement dit, ce sont les choix faits par les traducteurs qui déterminent la perception qu'aura la société de Donald Trump. Depuis les années 70, la généralisation de traduction ou interprétation au service des personnes en situation de handicap a fait de la profession un véritable vecteur d'inclusivité. En 2008, on comptait 5,4 millions de personnes en France dont les difficultés d'audition affectent la vie quotidienne, soit 8,6% de la population. En 2010, 80 000 personnes utilisent la LSF ou langue des signes française. La reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière par la loi française est relativement récente et date de 2005. L'interprétation en LSF se fait en simultané et peut servir à une personne sourde ou malentendante dans tous les aspects de sa vie. La professionnalisation du métier n'est pas si ancienne que ça. Jusqu'aux années 70, le métier d'interprète LSF n'existait pas en tant que tel, car les proches des personnes sourdes et malentendantes remplissaient ce rôle. Grâce au mouvement culturel appelé le réveil sourd, la LSF a alors gagné en popularité auprès du grand public. Le métier d'interprète LSF est apparu, ainsi que les premières formations pour le devenir, dès les années 80. C'est aussi à cette époque, en 1978, qu'a été créée l'Association française des traducteurs et traductrices et interprètes en langue des signes pour promouvoir l'interprétation et la traduction LSF et encourager la reconnaissance de la profession. Celle-ci en a besoin. Un article du Monde estimait en 2017 à 400 le nombre d'interprètes LSF en France, ce qui est loin d'être suffisant. Le métier de transcripteur braille est apparu à la même époque. Par ailleurs, un autre type d'interprétation mêlant le braille et la LSF existe pour les personnes qui sont à la fois sourdes et aveugles. Il s'agit de l'interprétation tactile. Dans ce contexte, l'interprète ne peut s'adresser qu'à un seul individu à la fois et lui signe dans la main pour pouvoir communiquer. Cette méthode d'interprétation est par exemple utilisée par le judoka français Cyril Jonard, malvoyant et malentendant, comme nous avons pu le constater lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Plus largement, la traduction ne sert pas uniquement à transcrire un texte d'une langue à l'autre, mais peut aussi être utilisée pour adapter le niveau de langue à un public particulier. C'est le cas du français facile à lire et à comprendre, dit français FALC, qui est une version très simplifiée du français courant destiné aux personnes en situation de handicap mental, aux personnes âgées ou encore aux lecteurs débutants. Dans un texte traduit en français FALC, les mots trop complexes sont supprimés ou sont suivis d'une définition. Les phrases sont très courtes et la mise en page aérée s'accompagne très souvent d'images ou de pictogrammes. Plusieurs maisons d'édition FALC existent en France pour permettre à tous l'accès à la lecture.
Ce panorama des activités des traducteurs n'est certainement pas exhaustif, mais nous pouvons déjà voir à quel point la traduction comme l'interprétation sont essentielles à la bonne marche de la société. De fait, les traducteurs et interprètes, en cherchant à exercer au mieux leur activité, se posent souvent des questions qui vont bien au-delà des seuls problèmes linguistiques. Puisqu'ils agissent partout où une relation sociale existe, ils interrogent aussi la société dans son ensemble. D'une manière plus large que ce qui a été discuté aujourd'hui, la traduction et l'interprétation sont nourries par des enjeux de société, mais agissent également sur ces derniers. Aujourd'hui, de nombreux traducteurs se revendiquent féministes dans leur pratique. Traduire en féministe, c'est d'abord conscientiser les marques de genre de la langue et les rapports de force qui se jouent dans un texte. C'est ensuite définir une stratégie de traduction féministe pour répondre à ces enjeux, avec l'écriture inclusive par exemple. La traduction est en effet un terrain propice à l'analyse des rapports de force à l'œuvre dans la langue, notamment l'invisibilisation des sujets féminins et non-binaires. Mais traduire en féministe, c'est aussi prêter une attention particulière, à travers la traduction, à des textes non traduits qui ont été occultés, censurés ou négligés par l'idéologie dominante. De nombreuses traductrices s'attachent à traduire les textes féministes et expérimentaux de leurs consoeurs en développant des méthodes de traduction non conventionnelles. Plus qu'un simple point médian, l'écriture inclusive regroupe un ensemble de techniques et de solutions innovantes qui visent à éliminer les marques de genre, à inclure les femmes et les personnes non-binaires, à corriger certaines discriminations et à renverser les normes linguistiques. Citons d'abord parmi ces techniques la rédaction qu'on appelle épicène ou neutre. Elle vise à éviter la marque de genre avec le recours à d'autres noms. Par exemple, sportif ou sportive deviendra athlète. Chercheur ou chercheuse deviendra universitaire ou scientifique. Ravissant ou ravissante deviendra splendide. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Il y a aussi la féminisation ou démasculinisation de la langue. Le féminin générique remplace le masculin générique et on dira une collective au lieu d'un collectif. Les noms de métiers sont féminisés en disant autrice ou présidente. On peut aussi penser à l'accord de proximité. Le couteau et la fourchette sont belles, puisque le dernier élément cité est féminin. Ou bien l'accord de majorité. Le mouton et les chèvres sont blanches, puisqu'il y a plus de chèvres que de moutons. Subvertir la langue demande aussi de faire preuve de créativité linguistique. On peut créer d'autres marques, d'autres catégories non genrées, notamment les pronoms, yel et lui, à elle, et bien d'autres. Enfin, il est possible de subvertir le genre grammatical en le contournant complètement. Par exemple, quand le texte anglophone n'est pas genré initialement. The readers deviendra le lectorat, plutôt que les lecteurs et lectrices. On gagne en place et en inclusivité. Cet éventail de possibilités n'est qu'un aperçu des solutions qui s'offrent à nous. Libre à chacun de les utiliser ou non, et dans quel contexte. Il reste encore beaucoup à inventer pour renverser les oppressions de la langue. Mais c'est l'occasion de créer une langue qui nous ressemble, plurielle et inclusive. La traduction, en plus d'un outil de démantèlement de l'oppression masculine et hétéronormée, peut également renforcer la vitalité des langues rares. Une langue rare est généralement considérée comme une langue en voie d'extinction, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour la parler. La disparition de ces locuteurs est causée par des guerres, des génocides, des épidémies, mais aussi l'assimilation culturelle. Ces langues sont souvent parlées par des peuples et communautés autochtones ou dans une région au sein d'un pays ayant une langue officielle nationale différente, comme le breton, le basque et l'alsacien en France, ou encore le francique en Allemagne. Il existe en outre un lien entre biodiversité biologique et biodiversité linguistique. Ainsi, la destruction d'un environnement naturel provoque non seulement une perte de biodiversité, mais aussi une perte de diversité culturelle et linguistique, car elle affecte des peuples autochtones qui dépendent de cet environnement naturel pour vivre. Le changement climatique, tout comme la cupidité humaine, entraîne la destruction des habitats, ce qui peut causer la disparition des langues. Mais dans les imaginaires collectifs, une langue dite rare se comprend bien souvent comme une langue que l'on entend très peu et dont on a l'impression que le nombre de locuteurs en est réduit. Ainsi, en France, nous aurions tendance à considérer le russe, le tchèque ou le chinois comme des langues rares. Elles sont la langue officielle d'un pays, essentiellement parlée dans celui-ci, et qui s'est peu propagée, au contraire de langues dominantes, l'espagnol ou l'anglais par exemple.
Il faut donc bien faire la différence entre d'une part les langues principalement parlées dans leur pays d'origine, mais qui bénéficient d'un rayonnement culturel de grande ampleur comme le japonais, et d'autre part les langues qui non seulement ne sont généralement parlées que comme langue première, mais ne peuvent pas se prévaloir d'un rayonnement culturel. Si des langues sont en voie de disparition, comment la traduction peut-elle contribuer à préserver les langues et les patrimoines culturels ? Peut-elle faire redécouvrir une langue, un dialecte longtemps oublié ou négligé ? Pour donner une seconde vie aux langues disparues, certains s'intéressent à des archives et textes anciens. Le Wapanak, langue amérindienne disparue, a notamment pu être ramené à la vie dans les années 1990 grâce aux efforts d'une descendante du peuple Wampanoag, Jessie Baird, et de linguistes de Boston. À partir d'une traduction de la Bible qui datait de 1963 et de documents juridiques du XVIIe et XVIIIe siècle, ils auront constitué une grammaire et un manuel d'apprentissage de la langue qui a pu être enseigné dans les écoles de la région. Jessie Baird a élevé sa fille en Wapanak, faisant de celle-ci la première locutrice native de la langue depuis 7 générations. Le breton a également bénéficié d'un regain de popularité documenté dans le film de Philippe Durand, La langue de la honte. On y découvre, par des témoignages, les conséquences de la politique nationaliste française. En effet, dès le XIXe siècle, l'État s'est appliqué à effacer le breton et d'autres dialectes régionaux de l'espace public. Le breton est ainsi devenu une langue honteuse, reléguée aux sphères intimes, qu'on parle en cachette sans l'enseigner à ses enfants. Les élèves surpris en train de parler breton à l'école s'exposaient à des punitions diverses. Par exemple, porter le symbole à la récréation, soit un petit objet dont il fallait se débarrasser en surprenant un autre camarade en train de parler breton. Dans les années 70, un renversement s'est opéré, parfois dans la violence, pour que l'identité bretonne soit reconnue. Le breton est maintenant enseigné à l'école, même s'il reste une langue minoritaire et affaiblie. Des événements pour promouvoir les langues rares ont vu le jour tels que le festival Liette International, un concours européen de chant en langue minoritaire et régionale, qui en 2024 s'est tenu à Bastia en Corse. Pour la ville, il semblait naturel d'accueillir cet événement, compte tenu de son implication dans la préservation, la défense et la diffusion de la langue corse, à travers sa politique culturelle ainsi que dans tous les aspects de la vie quotidienne. Aux éditions précédentes, le breton, le basque, l'asturien, le catalan, le cornique et bien plus y ont participé. À une échelle plus large encore, la traduction accompagne souvent la mondialisation, phénomène relativement récent. Dans ce contexte, c'est la facette technologique de la traduction qui intervient. Wikipédia, qui existe en 287 langues, en est la meilleure illustration. Quant à Facebook, le réseau social a été traduit en breton en 2014. En ajoutant la langue à la liste de celles disponibles, cela contribue au rayonnement du breton sur le plan mondial, mais aussi à sa découverte ou à sa redécouverte par les générations plus jeunes, adeptes d'Internet et des réseaux sociaux. Une langue minoritaire a ainsi pu avoir accès à la modernité et intrinsèquement se faire une place dans la mondialisation. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la traduction et l'interprétation peuvent enrichir la société et contribuer à un monde meilleur. Mais qu'en est-il des cas où ces pratiques échouent à atteindre cet idéal ? Dans cette troisième et dernière partie, nous allons voir dans quelles circonstances la traduction devient un outil de désinformation, de domination ou d'injustice. Les traducteurs doivent alors interroger leur choix et leur éthique professionnelle, et nous sommes forcés de reconnaître que traduire n'est jamais un acte neutre. Si une erreur de traduction peut avoir des conséquences dramatiques pour un individu, que se passe-t-il quand on traduit au nom d'un pays ? Certains épisodes de l'histoire nous ont montré qu'une traduction erronée ou maladroite peut avoir des conséquences dramatiques sur les relations entre deux pays. C'est le cas de la traduction du terme japonais mokusatsu lors de la Seconde Guerre mondiale. Mokusatsu avait été la réponse donnée par le premier ministre japonais de l'époque, Kantaro Suzuki, à l'ultimatum posé par les Alliés dans la déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945, qui menaçait le Japon d'une destruction rapide et totale en cas de refus de capituler. Les deux kanji associés pouvaient signifier à la fois sans commentaire et ignorer avec mépris. La réponse du Premier ministre correspondait à la première signification, plus neutre, car ce dernier ne voulait simplement pas donner de réponse hâtive aux Alliés. Le gouvernement japonais de l'époque était divisé et le Premier ministre voulait s'assurer du soutien des Russes avant d'accepter de se rendre.
Les journalistes japonais de l'époque ont cependant eux-mêmes traduit sa réponse en anglais par la deuxième option, soit un refus total et agressif de capituler. Cette mauvaise interprétation des mots du Premier ministre japonais a tout de suite été perçue comme une marque de dédain de la part du Japon et est en partie responsable des 2 bombes atomiques lancées par les Alliés sur Hiroshima et Nagasaki 10 jours plus tard. Les traducteurs peuvent donc se rendre responsables de quiproquos ou d'erreurs, ce qui implique de porter une attention toute particulière à notre travail. Cela peut sembler contre-intuitif venant de traducteurs en formation, mais il nous arrive de nous poser la question, faut-il vraiment tout traduire ? Refuser de traduire permet justement aux personnes concernées de préserver leur identité culturelle et de la revendiquer. Prenons quelques exemples concrets. En République d'Irlande, le gaélique reste la première langue officielle devant l'anglais. Cette langue nationale, enseignée aux élèves irlandais, est particulièrement parlée dans la province de Connacht, à l'ouest de l'Irlande. Les annonces du gouvernement sont diffusées exclusivement en gaélique à la radio, et ce même si l'anglais reste la langue la plus parlée en Irlande. Promouvoir l'utilisation du gaélique plutôt que de l'anglais dans la vie quotidienne permet en effet aux Irlandais de se démarquer de la culture britannique et de mettre en avant leur histoire et leur identité propre. Bien sûr, le gaélique irlandais n'est pas la seule langue concernée. Au Pays basque français comme espagnol, les panneaux de signalisation sont écrits en euskara, sans traduction systématique, alors qu'elle n'a en France que le statut de langue régionale. Il existe aussi des chaînes de télévision et des stations de radio exclusivement en euskara. Ce regain d'intérêt pour l'euskara date des années 1960, avec l'apparition des écoles immersives en langue basque appelées ikastolas. Faut-il toujours tout traduire ? C'est d'abord une question personnelle qui relève de notre éthique professionnelle et de nos choix individuels. Sommes-nous prêts à traduire des propos injurieux, racistes ou encore négationnistes ? Oui, parfois il faut pouvoir payer les factures, mais nos valeurs doivent aussi guider le choix du domaine, des auteurs et des textes que nous traduisons si l'on souhaite s'épanouir professionnellement. Traduire, c'est véhiculer un message. Se pose donc la question de savoir à qui nous donnons la parole et quel message nous contribuons à diffuser. Pour prendre un cas extrême, faut-il traduire Hitler ? Quelle que soit la réponse, elle détermine aussi la façon dont nous menons la traduction et les choix que nous faisons. Qu'il s'agisse d'une édition critique pour accompagner un texte, de l'usage de l'écriture inclusive ou encore d'un refus de la traduction. Mais c'est aussi une réflexion que l'on peut avoir sur la profession dans son ensemble. En effet, une quantité presque infinie de textes, de livres et d'articles sont écrits quotidiennement et de nombreux textes attendent longtemps, voire indéfiniment, avant d'être traduits. C'est notamment le cas de la littérature queer. De nombreux classiques attendent des décennies avant d'être traduits, s'ils le sont un jour. Au contraire, la traduction contribue parfois à diffuser des propos d'extrême droite. Gustavo Bueno, qui a largement inspiré le parti d'extrême droite espagnol Vox, ou encore J.D. Vance, colistier de Donald Trump, ont tous deux été traduits dans différentes langues. Il est sûrement vain de se penser comme un corps de métier qui pourrait réfléchir collectivement à ce qu'il traduit ou pas. C'est peut-être même pas souhaitable. Mais si la traduction veut rendre le monde meilleur, elle doit sortir d'une posture d'intermédiaire invisible qui aspire à une fausse neutralité. Le choix des textes que l'on traduit a autant d'importance que notre postulat de traduction, c'est-à-dire pour qui et comment on traduit. Et ne pas traduire l'extrême droite sans regard critique, cela peut aussi être l'occasion de traduire des textes qui, eux, rendront le monde meilleur. Nous avons précédemment évoqué la place de la traduction dans le contexte de la mondialisation sous l'aspect positif de la promotion des langues, notamment celles qualifiées de rares. Toutefois, la mondialisation entraîne une uniformisation linguistique lors des échanges internationaux. Partons d'un constat indéniable. L'anglais est devenu la lingua franca, celle que l'on utilise par défaut lorsque notre interlocuteur ne parle pas la même langue que nous. Y a-t-il alors un affaiblissement de la diversité culturelle et linguistique ? L'existence d'une lingua franca implique bel et bien une certaine homogénéisation culturelle. Selon l'index Translatonium de l'UNESCO, on remarque une augmentation significative de traductions entre les années 1980 et 2000, leur nombre étant passé de 50 000 à 75 000. Mais cette augmentation ne s'est pas systématiquement accompagnée d'une diversification des échanges. La part des traductions de l'anglais s'est accrue, tandis que celles en russe a diminué, et beaucoup de langues et pays, africains notamment, restent exclus de ces échanges. Ces inégalités peuvent s'expliquer par des facteurs économiques, politiques et symboliques. La traduction représente ainsi ce triple enjeu. La diversité culturelle et linguistique peut et doit être assurée par le volontarisme éditorial, les compétences linguistiques des traducteurs professionnels et des politiques d'aide à la traduction. Il faut aussi avoir en tête que la traduction n'a pas toujours été au service d'un ordre juste et d'une découverte enthousiaste de l'autre. Ainsi, les traducteurs ont parfois engendré ou accompagné certaines formes de violence. On peut notamment penser aux mécanismes d'appropriation culturelle et aux différents impérialismes politiques.
En effet, la rivalité entre colonisateurs et colonisés s'inscrit notamment sur le plan linguistique. En Algérie coloniale, le français a joué un rôle majeur dans l'entreprise d'assimilation des populations locales. Pour imposer le français, il a fallu traduire des noms de personnes et de lieux, ou encore des livres. L'école était l'institution majeure de cette politique car on y apprenait uniquement le français à partir du milieu du XIXe siècle. La traduction était donc au service de cette homogénéisation linguistique. Autre exemple. En Amérique latine, la Malinche est une figure ambivalente considérée par certains comme une traîtresse à sa patrie et par d'autres comme une héroïne féministe. Cette femme du peuple Nahua a été vendue comme esclave aux Mayas puis aux Espagnols avant de devenir la traductrice et l'interprète de Hernán Cortés. Certains historiens affirment que, sans les services linguistiques de la Malinche, la conquête n'aurait pas été aussi rapide et que les peuples autochtones auraient résisté davantage. Cependant, on peut aussi argumenter qu'elle s'est retrouvée prise dans une guerre entre trois peuples et qu'elle a influencé Cortés pour qu'il traite ses ennemis de manière plus humaine. Au vu de ces arguments, il est clair que la traduction possède un potentiel de négativité active, selon les mots de Tiffaine Samoyo, dans son ouvrage Traduction et violence. C'est seulement en tenant compte de ces aspects pour adapter ces pratiques que la traduction peut être une opération vertueuse. C'est en effet possible, à l'image d'un autre exemple cité par Tiffaine Samoyo. Dans le camp de concentration d'Auschwitz, Primo Levi et son camarade Jean ont tenté de traduire Dante comme un acte de résistance face à la censure et à la violence du régime totalitaire nazi. D'une part, les erreurs de traduction peuvent avoir de lourdes conséquences, ce qui doit nous encourager à revendiquer de bonnes conditions de travail et à défendre la place de la traduction humaine face à l'IA. La traduction peut aussi aider à propager des idées dangereuses, ce qui doit nous faire réfléchir à notre éthique de travail et à comment nous traduisons. D'autre part, la traduction contribue à asseoir l'hégémonie culturelle anglophone, car l'anglais occupe une place prépondérante dans cette industrie. Apprendre et traduire de nouvelles langues, rares ou minoritaires, est un moyen parmi d'autres de défendre la pluralité des langues et des cultures. Est-ce que tu considères que c'est un métier qui reste utile et important dans l'ère dans laquelle on est ? Ah bah oui, je pense que dans un contexte de globalisation, de manière générale, on a besoin de gens qui parlent plusieurs langues et de gens qui savent traduire. Et il y en a encore. Enfin, il me semble qu'il y a encore des langues où on a du mal à traduire. Par exemple, du français au japonais, c'est compliqué encore pour les livres, tout ça. Donc tu dirais que c'est un métier qui a du futur ? Oui, je pense. Pour conclure, cet épisode nous a permis d'explorer la richesse et la complexité de la traduction et de l'interprétation dans divers domaines. Nous avons vu dans la première partie comment ces métiers invisibles mais omniprésents jouent un rôle essentiel dans la santé, la justice et les relations internationales. Dans la deuxième partie, nous avons examiné leur dimension sociétale, en particulier la capacité à révéler et à questionner les rapports de force linguistiques et culturels. Enfin, nous avons réfléchi à nos pratiques en tant que traducteurs. Faut-il tout traduire ? Et si oui, comment ? Ces interrogations éthiques nous amènent à repenser notre rôle et notre impact. Mais dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, de nouvelles questions émergent. Les biais sexistes, racistes ou autres présents dans tous les textes se retrouvent amplifiés dans les corpus qui alimentent ces machines. Contrairement à l'IA générative qui reproduit aveuglément ces biais, les traducteurs humains ont la capacité de les repérer, de les interroger et de les corriger. Cela renforce la nécessité d'une réflexivité critique sur nos pratiques, comme évoqué aujourd'hui. La suite au prochain épisode ? C'est ici que notre discussion touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver au nom de la Traduction Heureuse sur LinkedIn et Instagram, où nous accueillons tous vos retours. Merci à Ilinka, Laura, Théo, Donia, c'est moi, et Cédric Arnaud, dont vous avez entendu la voix dans ce premier épisode. Merci également aux étudiants de la Sorbonne Nouvelle qui ont accepté de répondre à nos questions. Un grand merci enfin à tous les autres membres de la Traduction Heureuse et tous ceux qui nous ont donné un coup de main. Nous vous rappelons que toutes nos sources sont en description. À bientôt!